Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Et aujourd'hui donc je vais te faire la chronique de cet excellent livre, Tous les silences ne font pas le même bruit, écrit par le docteur Baptiste Beaulieu, qui est aussi un excellent auteur. Parce que donc il est médecin le jour, écrivain la nuit, et il s'est imposé dans le paysage littéraire en une dizaine de livres. Son dernier roman, Au vent les larmes quand elles sèchent, a rencontré un succès immense. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Actuellement, moi, j'ai toutes les histoires d'amour du monde que j'ai à peine démarrées. Donc, il fera l'objet d'une chronique aussi par la suite. Et celui-là, donc, déjà, on va commencer par le résumé. Tu es un garçon de 8 ans. Un dimanche soir, en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple d'hommes. Qu'y a-t-il de si drôle ? Tu deviens un adolescent que l'on insulte. Sale pédé. Tu contemples l'eau noire du canal du Midi, prêt à abandonner. Sur tes épaules, un sac à dos rempli de pierres et ton secret. Te voilà jeune homme, tenant la main de ton amoureux au risque d'être tabassé, puis père à ton tour. Un médecin révolté, un écrivain qui ne peut plus se taire. C'est l'histoire d'un homosexuel aujourd'hui en France. Son récit nous fait entrer dans sa peau et adopter son regard. Il raconte les préjugés, le harcèlement, la mise à l'écart et les silences qu'il doit affronter. Il y a l'homophobie qui nous révolte et celle que l'on ne soupçonne pas, logée en chacun de nous. Un grand texte bouleversant et universel. Oui, je confirme. Je l'ai lu il y a quelque temps et j'ai même envoyé un mot à Baptiste, j'espère qu'il l'a lu, pour lui parler de tout ce que j'ai ressenti en lisant le livre. Je ne l'ai pas recherché parce que je préfère garder une certaine spontanéité dans cette chronique de lecture. Et personnellement, je ne suis pas concernée, je ne suis pas lesbienne, je suis hétéro. Mais par contre, j'ai, je suis assez sensible au fait que on puisse insulter des gens pour leurs préférences. Ça me dépasse. J'avais discuté une fois avec un homme homo et je lui avais dit mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on vous insulte et pourquoi on vous reproche d'aimer les personnes de votre sexe. Enfin, ça me dépasse. Parce que historiquement, en plus, dans la Grèce antique, c'était complètement et socialement approuvé. Les femmes étaient là pour, alors, c'est pas très sympa pour nous. Les Grecs ne sont pas connus non plus pour leur féminisme, hein, du tout. Les femmes avaient le gynécée où elles vivaient entre elles, elles servaient pour donner des enfants, basta. J'ose espérer qu'il y en a eu qui ont eu des vies beaucoup plus heureuses et qui ont pu avoir des histoires d'amour avec des hommes, mais sinon, il était complètement socialement accepté que les hommes aient des relations entre eux. Alors après, le côté aussi un peu dérangeant, c'est que souvent, il était très socialement accepté que les plus anciens initient les plus jeunes. Voilà. Donc voilà. Et autre époque, autre mœurs, et c'était quand même, il y avait des choses qui étaient plus que tendancieux. Et comment dire, c'est par la suite avec l'histoire et tout qu'ils ont même été pourchassés, brûlés, enfermés dans les chambres à gaz aussi, au même titre que d'autres les réfugiés politiques, etc. durant la guerre 39-45. Ça a le mérite d'être souligné, je trouve. Et donc, Baptiste Beaulieu, dans son livre, parle de sa vie de personnes homosexuelles aujourd'hui. Et il pose toujours une question qui est super intéressante, c'est que il renvoie les questions dans un monde où on pourrait poser la question pour les hétérosexuels. Si l'hétérosexualité n'était pas la norme, par exemple, avec cette question, ne trouvez-vous pas qu'il y a trop de personnages hétérosexuels dans les séries télé d'aujourd'hui? Il retourne la question complètement en disant, mais et pourquoi on pourrait pas dire qu'il y a trop d'hétérosexuels et tout ça? Parce que c'est vrai que l'hétérosexualité,
et la norme, voilà. Et par exemple, moi, on va pas me demander, de quel bord je suis, parce que je suis une femme, donc j'ai tous les stéréotypes. Il y en a un une fois, il y a pas si longtemps que ça, qui m'a fait tous les stéréotypes en une phrase quasiment. C'est-à-dire qu'il m'a parlé de mon mari, qui appréciait certainement la cuisine que je fais à la maison pour mes enfants. Et bon, je me suis dit: «Je vais pas le clasher, je suis au boulot et tout, donc on va essayer de rester un peu gentille». Mais qu'est-ce qui lui disait que j'étais mariée avec un homme et que j'avais des enfants? Rien. C'est pas parce que je suis une femme que d'office je suis mariée et que j'ai des enfants. Enfin voilà. Bon, malheureusement, je coche toutes les cases. Je ne suis pas mariée, mais je suis en couple avec un homme et j'ai un enfant. Et merde. Par contre, j'aime pas cuisiner. Il y a au moins un truc sur lequel, voilà. Mais j'ai déjà remarqué ça, c'est-à-dire que en tant que femme, d'office, je suis avec un homme et j'ai des enfants. Non, pas forcément. Donc voilà. Et du coup, c'est ce qui fait que je m'intéresse à ces sujets, c'est que j'ai beaucoup de mal avec les étiquettes et voilà. J'ai un physique de femme, mais justement, je fais 1,85 m. On m'a déjà demandé si j'étais trans. Et il y a des gens qui me regardent en se disant c'est une vraie femme ou c'est un homme ou... Parce que de par ma haute taille, je perturbe les gens. Parce que c'est pas si fréquent que ça de voir des femmes d'1,85 m, surtout de mon époque. Et donc, dans mes jeunes années, justement, quand j'allais m'acheter des jeans, on me regardait et on me disait vous, rayon homme. Et même encore aujourd'hui d'ailleurs, hein. Alors, on me le fait plus parce que c'est plus vraiment la mode ni rien. Mais par contre, la dernière fois, j'ai dit à la vendeuse quand je suis allée chercher des jeans, j'ai dit moi je veux au rayon homme. Mais non, on va vous trouver et tout. Et en fin de compte, je me suis retrouvée au rayon homme. Alors merci les fans, les hommes fans de mode et de jeans taille basse, de jeans un peu cintrés et compagnie, ça m'arrange énormément parce que enfin je n'ai plus que des jeans droits et j'ai des jeans de différentes couleurs et tout ça. Avant, je n'y avais pas le droit. Pourquoi? Parce que vu la longueur de mes jambes, eh bien, je n'avais que des jeans droits, bien bleus, basta, c'est tout. Les jeans fantaisistes et tout ça machin, pour les hommes, comme ça n'existait pas parce que il avait été établi que les hommes avaient des jeans droits, bien bleus, et c'était tout. Et comme moi, j'avais une taille d'homme, d'office, je ne pouvais pas avoir d'autres jeans. Voilà, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai lu ce livre, parce qu'on va revenir quand même un peu au sujet de base, on va, il y a plein de choses qui m'ont parlé en tant qu'être humain et en tant que femme qui n'est pas complètement dans la norme. Et donc, Baptiste, dans ce milieu-là, enfin dans ce livre-là justement, parlait. Alors oui, il y a ça aussi. Pensez-vous que si vous n'arrivez pas à changer d'orientation sexuelle et à arrêter d'être hétérosexuel, vous pourriez au moins pratiquer l'abstinence. Parce que voilà, le gros sujet de ce livre, et c'est ça qui m'a personnellement énormément touchée, c'est t'es homosexuel, donc t'es pas normal. Et est-ce que tu peux rentrer dans la norme? Est-ce que tu peux faire comme les autres? Pourquoi? Et ce qui est la norme pour certains aujourd'hui ne la sera peut-être pas demain pour d'autres. Puisque comme je disais dans l'histoire, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, à l'échelle humaine de l'humanité, quand on parle du premier homme jusqu'à maintenant, parce qu'on ne sait pas à l'époque, bien avant, si ils étaient pas comme les bonobos, hein, où en fin de compte, mâle ou femelle, tout le monde y passe et puis allez, on y va joyeusement et tout le monde est content. Parce que on n'a pas forcément de traces à ce sujet-là. Ou alors, je n'ai pas encore lu d'études sur ce sujet-là, mais il n'y avait pas ce genre de normes sociales qui disaient toi tu es dans la catégorie des mâles, donc tu dois aller t'intéresser aux femelles. Toi tu es dans la catégorie des femelles, tu dois aller t'intéresser aux mâles. Parce que c'est ce qu'il explique.
C'est que voilà, comme tu es un garçon, tu dois t'intéresser aux filles d'office. C'est pas normal si tu t'intéresses aux autres garçons. Et donc il raconte déjà tout son parcours où ça aussi c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée et j'avais jamais vu ça sous cet angle. Être pédé, c'est une insulte. Et oui, en effet, je l'avais déjà beaucoup entendu et tout. Il y a des insultes comme ça qu'on sort, mais sans penser à la portée fils de ou voilà ou tapette ou et c'est vrai que moi par moments aussi je m'amuse à dire ça: «Ouais, c'est pas un sport de tapette» mais dans ma tête et dans mon vocabulaire, alors c'est pour ça que de temps en temps j'explique aussi. Tapette, c'est pas dans le sens où c'est ceux qui sont comme ça là et tout. Non, c'est dans le sens où une tapette, ça peut être quelqu'un qui a la peur, qui a la trouille de tout, qui n'ose rien faire et qui, justement, voilà, qui va pas vouloir oser faire des choses et tout. C'est pas dans le sens tapette là où justement l'insulte qu'on a beaucoup utilisée, surtout aussi dans mes jeunes années, où c'était quelque chose de très, très injurieux et très, très dégradant. Et c'est vrai que, j'ai aussi longtemps connu ça ou longtemps entendu ça. Le fait d'aimer, une personne du même sexe, c'était pas normal. C'était des gens qui étaient complètement à part, qui étaient dans enfin, à la limite, on les mettait dans des ghettos, quoi, parce que voilà, ah non, mais puis alors 2 personnes du même sexe avoir un enfant ensemble, et tout, non, mais tu penses pas? Une femme qui quittait son mari pour aller avec une autre femme. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est parce que le mec était incompétent ou autre. Et pareil dans l'autre sens, hein, un homme qui quittait sa femme pour aller avec un autre homme. Mais qu'est-ce qui s'était passé et tout? Alors soit il avait vrillé, il avait un problème psychologique ou des choses comme ça. C'est tout ça qu'il raconte dans son bouquin aussi. Il raconte son propre parcours. Et j'avais posé la question une fois à un couple d'homos parce que ils parlaient de le fameux coming out. Et ça aussi, ça me dépasse parce que donc voilà, lui, il a très mal vécu le fait d'aimer les garçons, surtout qu'il s'en est aperçu très tôt dans son parcours de vie, et donc il se sentait mal à l'aise par rapport à ça. Comment en parler aux parents? Et en fin de compte, ils s'aperçoivent que il y a beaucoup de parents, surtout les parents ouverts d'esprit, qui le savent et qui l'ont déjà compris. Et ils attendent juste que leur enfant se sente prêt à leur en parler. Et pour les enfants, c'est extrêmement compliqué de le dire parce qu'on a peur du rejet. Ils sont déjà rejetés par les autres à l'école, par les amis ou d'autres personnes. Et donc, ils ont peur de se faire rejeter par les parents. Et c'est vrai que là, lui, il a la grande chance de ne pas avoir été rejeté par ses parents. Mais il y a tellement d'histoires comme ça où le jour où le parent s'en aperçoit, il met l'enfant dehors parce que ah non, pas de ça chez moi. Alors, veux pas être cru, mais c'est quand même leur corps. On va se cantonner là. C'est leur corps, ils font ce qu'ils veulent avec. S'ils ont envie de le faire toucher par une autre personne du même sexe, c'est leur problème. C'est un autre exemple aussi que j'utilise assez souvent. Alors, moi, quand je suis très provocatrice, je dis, mais qu'est-ce qui te dit que moi, le week-end, je ne vais pas dans un club échangiste? Et je ne vais pas aller en parler comme ça. J'ai pas besoin de faire un coming out en disant bonjour, je m'appelle Gracieuse et je vais dans des clubs échangistes à la recherche de kinés. Parce que déjà tout le monde s'en fout, voilà, sauf les gens qui aiment bien avoir des détails croustillants. Et c'est pas quelque chose qu'on va me demander d'aller annoncer en public. Les personnes homosexuelles, si, surtout aux États-Unis. Voilà, il y a des coming out et tout, un tel doit venir annoncer à tout le monde que oui, je suis en couple avec une personne de mon sexe. Oui, et alors? Si c'est un acteur, un auteur, un médecin ou quoi, OK, et ça n'enlève rien à ses compétences ou à son métier. Et justement, Baptiste Beaulieu, c'est un homme qui est féministe, qui publie énormément de posts sur les femmes qu'il peut avoir dans son cabinet, ou même les hommes, et qui explique des cas assez lourds qu'il a, ou des personnes qu'il va soutenir ou qu'il va aider dans le cadre de son métier.
Et je trouve qu'il a une sensibilité justement très différente par rapport au fait d'être quelqu'un qui est hors norme et qui est justement une de ses richesses dans le cadre de ses livres, notamment celui-là par exemple où il raconte son parcours et son histoire avec ses premiers amours et les premiers garçons à qui il a tenu la main, etc. Il a une manière de raconter ça qui est beaucoup plus sensible et tellement différente et tellement riche et tellement passionnante que personnellement c'est ça aussi qui m'a énormément touchée dans son histoire. Il parle aussi d'une agression qu'il a subie et dont il n'a pas osé parler, et il parle de ce garçon qui lui en a parlé, et ce qui a fait que ça a arrêté les autres agressions, enfin les autres, ça a sauvé des enfants. Et on pense aussi, alors pour les Français, au scandale de Bet- Betterham ou bref, j'essaierai de retrouver la source parce que il y en a eu beaucoup qui ont été on a fait taire ou on a étouffé les scandales, ce qui a fait qu'il y a énormément d'enfants qui ont été maltraités et agressés violemment dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau psychologique comme au niveau physique, parce qu'on se taisait, parce qu'on avait peur de parler. Et c'est ça aussi tout le sujet de ce livre, parce que j'ai l'air comme ça de partir dans tous les sens, mais en même temps, c'est tous ces sujets qu'il aborde. Et le côté le plus intéressant, je trouve, c'est justement euh, tout ce qu'il explique par rapport à ces cercles fermés, parce que j'ai appris dans ce livre, alors il faudrait que je retrouve précisément le terme, parce que il y a des hommes qui font partie d'une catégorie où ils n'ont jamais touché un vagin, parce que comme ils sont nés par césarienne, eh bien leur tête n'a jamais touché. Je me suis dit, c'est pas possible. Et donc il y a des catégorisations aussi comme ça dans leur milieu, parce que il y a des hommes qui n'ont jamais touché une femme et tout. Ok, mais ils en font une fierté. Ok. Et c'est vrai que du côté des femmes, donc moi en tant que femme, j'ai déjà vu des femmes lesbiennes qui me regardaient, qui m'avaient tout de suite étiqueté. Elle, c'est une hétéro, donc je veux pas lui parler. Pourquoi? Je suis un être humain et je ne vois pas en quoi le fait que je ne suis pas attirée par mon propre sexe va être un problème. Je peux très bien parler, ça m'est déjà arrivé de parler à des femmes lesbiennes, et j'ai même poussé le truc jusqu'à aller discuter d'attirance et de préférence avec elle, parce que ça m'intéressait. Alors pas par curiosité malsaine, mais parce que voilà, et je lui ai demandé d'ailleurs, est-ce que je peux te poser une question sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet délicat, et c'est pas une question qu'on va venir me poser à moi personnellement, par exemple. Enfin moi, en tant que femme, on va pas me dire, mais pourquoi t'es hétéro? Parce que si on me la pose d'ailleurs, je crois que je vais dire, je sais pas. Et donc, elle m'aurait dit, je sais pas. Voilà, c'est tout. Mais elle m'a répondu et elle m'a expliqué pourquoi elle préférait. Et en plus, c'était chez le coiffeur. Comment elle s'appelle? Faiza, il me semble. Alors Faiza, si tu tombes sur cette vidéo, je te fais un gros bisou parce que ça avait été une conversation passionnante. Et donc, elle travaillait pour un coiffeur homo. Alors, il y a rien à voir dans les étiquettes, hein. Il y a des coiffeurs qui ne sont pas forcément homo. Il y a des coiffeuses aussi, pareil. Il y a aucun problème là-dessus. Enfin, aucun problème. Il y a aucune étiquette là-dessus. Mais du coup, on s'était retrouvés à parler de ça ensemble, tous les trois. On était tous les trois, ouais. Et j'avais appris plein de choses par rapport à ça que moi je ne connaissais pas parce que je ne fais pas partie de leur milieu. Et ils étaient tellement ouverts d'esprit que ça avait donné des conversations qui étaient super intéressantes, et j'étais très contente d'avoir parlé avec eux de tout ça. Et je trouve ça très intéressant de personnes qui prennent la plume pour raconter leur histoire et pour nous faire réfléchir autrement. Parce que on en revient à ce sujet, c'est-à-dire que lui retourne les questions. Il y avait aussi à un moment, je sais plus où elle est cette question, mais comment
Heu, par rapport à la réaction des parents sur l'enfant. Mais il est hétéro et alors ça te dérange? Et je m'étais dit: «Waouh, c'est fort comme question». Mais en effet, j'avais adoré cette question quoi, en me disant: «Bah ouais, quand on retourne le débat dans l'autre sens, ah ça fait un drôle d'effet quand même, hein». Et c'était ça qui m'avait aussi beaucoup interpellée par rapport ah bah, notamment, par exemple, celle-là. Pourquoi éprouvez-vous le besoin d'afficher votre hétérosexualité partout, dans la rue par exemple, en vous tenant par la main? Ne pouvez-vous pas réserver ces démonstrations d'affection à la sphère privée? Et là, t'es en train de dire ton truc et tout, et tu vois cette question, waouh! Et ah ouais, il y a du lourd. Et c'est ah bah, pensez-vous qu'avec un bon thérapeute, vous pourriez arrêter d'être hétérosexuel? Et voilà. Voilà le livre. Je pense qu'avec cette question-là, j'ai résumé beaucoup de choses et donc oui, ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a fait changer le focus sur beaucoup de questions et ça m'a encore ouvert l'esprit en tant qu'être humain et en tant que personne qui s'interroge beaucoup sur les étiquettes, sur les normes. Et j'espère avoir encore ouvert mon esprit et avoir déconstruit certains schémas qui sont ancrés quasiment dans notre ADN, ce qui me dérange personnellement. Et ce qui fait que du coup, j'espère aussi changer mon éducation. Alors, par rapport à ma précieuse descendance, qui est une petite fille, donc je l'éduque en tant que fille, en tant que future femme et en tant qu'être humain. Et justement, je suis d'autant plus regardante par rapport à tout ça et par rapport au regard qu'elle peut porter sur les gens et justement de ne pas leur donner des étiquettes trop vite ou peut-être attendre et écouter ces personnes avant de juger bah, une attitude, une réflexion ou une manière d'agir, ce qui n'est pas forcément toujours très simple au quotidien. Donc, on va peut-être conclure cette chronique parce que sinon je vais être intarissable jusqu'à la fin de la batterie de mon téléphone ou de mon micro, mais ça va, il fonctionne encore. À recommander à qui? Oh, moi je dirais à tout le monde. Pour s'ouvrir l'esprit, parce que je pensais être une personne assez ouverte sur plein de sujets et je me suis aperçue en lisant ce livre que bah, j'avais encore des sujets sur lesquels je pouvais m'interroger et je pouvais revoir ma manière de réagir ou de réfléchir. Donc, je pense que oui, c'est un livre à mettre entre toutes les mains et peut-être qu'il y a des gens qui vont dire: «Ah non, pas de ça chez moi!» Mais peut-être que, bah, en lisant ne serait-ce qu'un chapitre ou 2, ça pourra permettre de reconsidérer les choses et peut-être de renvoyer à soi et de se dire: «Mais pourquoi je rejette, les personnes différentes de moi et qu'est-ce que ça réveille en moi?» Je pense que c'est surtout ça aussi la question à se poser, c'est: «Qu'est-ce que ça réveille en moi et quel schéma, j'ai besoin de travailler pour m'ouvrir vers les autres?» Voilà. Ceci étant ma propre réflexion, bah, qu'est-ce qu'on peut travailler pour, justement arrêter certains silences et pour prendre la plume ou commencer à parler de sujets qui nous dérangent. Moi, je te dis à très vite pour une autre chronique et d'autres lectures.